Nouvelle-Calédonie, actualité. Ils se sont déjà fait entendre au début de l'année après l'annonce plutôt glaçante faite par la mairie de Nouméa. Les poissonniers vont devoir payer leur glace qui était fournie gratuitement. Finalement, ils devront passer à la caisse en avril. Qu'en est-il? Élément de réponse dans un instant. Les loyalistes sont revenus sur le vote du budget du gouvernement ce lundi. On revient sur cette actualité et pour aller plus loin, nous recevons le porte-parole du mouvement, Gilles Brial, qui s'apprête à partir pour Paris afin de participer aux réunions bilatérales qui débuteront ce vendredi à Matignon. Taneo a supprimé des lignes depuis février dans le Grand Nouméa. Quelles sont les conséquences? Nous avons suivi le quotidien des usagers, un reportage à découvrir dans quelques instants. Et en fin de ce journal, nous irons à Canala, où la commune met en place un calendrier des mariages pour la première fois. Vous le verrez, une décision des coutumiers pour éviter de lourdes dépenses et ménager la population. Avant de développer ces titres, le patrouilleur de 80 mètres de long et de 1300 tonnes, le Auguste Bénébig, est entré dans le lagon calédonien et a rejoint le quai de la base Nouville, de la base Chalex, la base navale, par la Grande Rade de Nouville. C'est le premier à s'ancrer dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. Un deuxième, le Jean Tranap, sera livré courant 2025. Il succède à la Glorieuse et à la Moqueuse. Cette acquisition s'inscrit dans une démarche de surveillance accrue de notre zone ZEE face aux ressources halieutiques et de lutter contre les narcotrafics est une force stratégique dans le renforcement de l'État de l'axe Indo-Pacifique. D'ici 2025, la France va déployer 6 navires dans cette vaste zone géographique. Depuis le samedi 1er avril, la glace de conservation distribuée gratuitement aux poissonniers du marché de Nouméa est devenue payante. Une décision sans concertation au préalable qui a provoqué la colère des professionnels réunis depuis 5 heures ce matin devant l'hôtel de ville pour interpeller Madame le maire. Maëlys Vézir s'est rendue sur place. Ambiance glaciale devant la mairie de Nouméa ce lundi. Mobilisés depuis 5 heures ce matin, les poissonniers du marché municipal doivent depuis le 1er avril payer leur glace de conservation jusqu'alors gratuite, 14 francs le kilo. Les professionnels qui utilisent en moyenne entre 120 à 180 kilos de glace par jour verront donc leur tarif mensuel augmenter de 48 000 à 72 000 francs selon la taille de leur stalle. Une hausse trop importante à absorber pour Eric, poissonnier depuis 25 ans au marché. On n'est pas contre le fait de contribuer, de payer une participation pour la glace. Mais on ne peut pas nous imposer de payer la glace à un coût qui est complètement exorbitant pour nous. J'envisage de mettre mes 2 employés à travailler uniquement le vendredi, samedi, dimanche. Alors que habituellement, ils travaillent du mardi au dimanche. Donc la conséquence, elle sera directe sur les salariés. Poissonniers et syndicats ont été reçus par la mairie en fin de matinée, mais aucun terrain d'entente n'a été trouvé. La municipalité justifie cette mesure par le besoin d'amortir le coût d'une machine à glace gourmande de 14 millions de francs par an. Un argument peu entendable dans un contexte économique dégradé, selon le secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs calédoniens exploités. L'année dernière, c'était l'augmentation des loyers. Aujourd'hui, c'est la glace. En fin d'année ou en début d'année, ça va être l'eau, l'électricité, puis c'est la mort de ces sociétés, c'est tout. Et on laissera, bien sûr, tous les autres pêcheurs vendre leurs poissons au black dans les quartiers, devant les magasins, sur le bord de la route. Et puis voilà, on va tuer vraiment le métier des poissonniers. Les poissonniers ne comptent pas en rester là. Ils se réunissent ce samedi pour donner suite au mouvement qui pourrait se durcir dès la semaine prochaine. Un budget non sincère qui démontre un manque de démocratie. C'est l'objet de la conférence de presse organisée ce matin par le groupe Les Loyalistes au Congrès. Alors que le budget a été voté jeudi dernier, les élus du groupe ne décolèrent pas. Ils dénoncent, je cite, le sectarisme des indépendantistes suite au rejet de leur amendement présenté lors de l'examen du budget. Je vous propose d'écouter Naya Watseu, membre du groupe Les Loyalistes, au micro de Audrey Chongin-Pouedier. Ce qui en ressort très clairement, c'est un budget qui, nous l'avons dit, pour nous est insincère puisqu'il ne prend pas en compte certaines réalités comme le RUAM ou encore la hausse des prix pour l'énergie. Mais au-delà de ça, il n'offre aucune perspective. Ce rejet que nous avons eu de par nos amendements, simplement parce que peut-être ils étaient déposés par les loyalistes, ont été balayés d'un revers de la main. Et c'est la question qui a été posée lors des débats, c'était de savoir si nous étions simplement là pour enregistrer les différentes décisions qui avaient été prises par un gouvernement sans concertation avec nos propres élus qui siègent au niveau du gouvernement, puisque pour rappel, ils ont voté contre ce budget.
Faisons donc le point sur les dossiers politiques de la semaine avec notre invité Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud et porte-parole des loyalistes. Monsieur Brial, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors lors de cette conférence de presse consacrée au budget, Christopher Gigès a demandé au haut-commissaire de revenir sur ses déclarations tenues sur Radio Rythme Bleu, nos confrères, le 24 mars dernier. Le haut-commissaire a abordé la question des réformes fiscales et il aurait tenu des propos un peu anxiogènes selon le secrétaire général du groupe Les Loyalistes. De quelles déclarations s'agit-il? En voici l'extrait, nous réagissons juste après. En février 2022, l'an dernier, la Chambre territoriale des comptes a rendu son d'éléments et considérait que pour atteindre l'équilibre à l'horizon 2025, on est en 2023, il faut que la Nouvelle-Calédonie dégage 30 milliards de francs pacifiques en nouvelles recettes fiscales. L'an dernier, c'est seulement 2 milliards de francs pacifiques de recettes supplémentaires qui ont été générés par l'augmentation de la contribution calédonienne de solidarité. Il faut passer de 2 à 30. Donc il y a du travail. Il faut vraiment que le gouvernement et le Congrès votent les textes fiscaux prévus afin de donner vraiment un signal de crédibilité à l'État ou pour l'État. Monsieur Brial, une réaction au propos du haut-commissaire Louis Lefranc? Oui, cette somme de 30 milliards, d'abord, il faut commencer à faire des économies. Et ça, on n'en parle pas. Et c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste à chaque fois dire aux Calédoniens, vous devez payer plus. La première chose, c'est quelles sont les pistes d'économie qui sont à faire, y compris sur les régimes sociaux. Et on sait qu'il y en a à faire. Ensuite, deuxièmement, il faut rendre la Nouvelle-Calédonie attractive. En métropole, le ministre de l'Industrie et de l'Économie, Bruno Le Maire, a expliqué qu'il fallait payer moins d'impôts pour rendre la France attractive. Et ce qui est bon pour la France, c'est également bon à appliquer en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a besoin d'être attractifs pour refaire venir du monde en Nouvelle-Calédonie. On a besoin d'investisseurs, c'est-à-dire des groupes, des sociétés extérieures qui vont venir en Nouvelle-Calédonie investir et créer de la richesse. Mais on a également besoin que des personnes viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie. On manque de médecins, on manque de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et tout ça, pour que ça se fasse, il faut être attractif. Si on leur dit, vous allez venir en Nouvelle-Calédonie, c'est pas un paradis, vous allez payer beaucoup plus d'impôts qu'ailleurs, y compris en métropole, on ne sera pas attractif et on ne remplira pas notre rôle de remplir les caisses. C'est-à-dire qu'il faut faire de la masse. Monsieur Brial, selon le gouvernement calédonien, justement, c'est l'État qui refuse de participer davantage financièrement et qui demande à la Calédonie d'assainir ses comptes. Est-ce qu'il ne faudrait pas porter vos revendications auprès du gouvernement français? Celle-là, c'est la meilleure. En séance du Congrès, Nicolas Mesdorf, député, et Philippe Dunoyer, député, ils disent à Louis Mapou, président du gouvernement, qu'ils sont là pour l'aider, pour appuyer le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à avoir une aide de l'État. Louis Mapou est président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de tous les Calédoniens. Louis Mapou explique qu'il n'a pas besoin de notre aide, qu'il peut le gérer seul. Quand le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, vient en Nouvelle-Calédonie, le président du gouvernement ne reçoit même pas le ministre de l'Intérieur et en parallèle, il lui demande de l'argent. Mais c'est avec des relations comme ça, on n'est pas prêt d'être aidé par l'État. Ok, on est des Français, ok, on doit avoir une solidarité nationale, mais il faut bien traiter le gouvernement de la République si on veut être accompagné par eux. Ils nous ont beaucoup donné, on a des efforts à faire en Nouvelle-Calédonie, on doit voter des réformes fiscales, mais qui doivent être justes, et c'est important de le faire dans la justice, mais il faut également être capable de bien traiter le gouvernement. On ne peut pas leur dire, on veut l'indépendance, on veut plus de la France, mais on veut votre argent. Monsieur Brial, justement, vous partez à Paris pour participer aux discussions bilatérales au nom des loyalistes. Rapidement, qu'attendez-vous de ces réunions ? Qu'on avance, qu'on fait en avance. Donc la méthode Darmanin semble fonctionner. Il est venu 2 fois en Nouvelle-Calédonie. Dans la dernière fois qu'il est venu, il y a quelques semaines, c'était pour réaliser des bilatérales. Les indépendantistes se sont engagés à continuer ces bilatérales, y compris à Paris, chose que nous on trouve bien et qu'il faut se féliciter de ça. On va travailler sur 2 sujets, la partie corps électoral des élections provinciales et le droit à l'autodétermination. Et c'est important d'avancer sur ces 2 sujets, pas que, mais d'avancer sur ces 2 sujets pour qu'ensuite les indépendantistes viennent également autour de la table sur l'ensemble des groupes de travail qui ont été mis en place par l'État, auxquels tous les non-indépendantistes participent, parce que c'est dans ces groupes de travail qu'on traite du quotidien des Calédoniens et donc de l'amélioration de la vie des Calédoniens dans les 30-40 prochaines années.
Gilles Brial, le point sensible de ce rendez-vous politique, vous l'avez dit, ça va être de trouver une solution avec les indépendantistes sur le corps électoral. Ce n'est visiblement pas gagné. Le ministre Gérald Darmanin a annoncé le mois dernier que l'État assumerait ses responsabilités afin d'ouvrir le corps électoral pour les provinciales. Quelles sont ses marges de manœuvre? Regardons d'abord ces précisions de la rédaction et voyons après. C'était une promesse politique. Les loyalistes prônent le dégel du corps électoral avant les prochaines élections provinciales de mai 2024. Gérald Darmanin a récemment rappelé la position du gouvernement français qui est favorable à une ouverture. Donc j'ai aussi dit à tous les Calédoniens, aux indépendantistes comme aux non-indépendantistes, que nous tiendrons, puisque c'est ça une grande démocratie, les élections à l'heure en mai 2024 avec un corps électoral qui sera modifié pour permettre aux gens qui sont là depuis très longtemps de pouvoir voter. Problème, le gel du corps électoral est protégé par la Constitution française dans le cadre de l'accord de Nouméa. Afin de le modifier, l'État doit obtenir les voix de 3/5 des sénateurs et des députés réunis en congrès, soit un total de 553 voix sur 921. Aujourd'hui, le parti Renaissance de la majorité présidentielle n'a pas le nombre de sièges suffisant pour modifier le corps électoral. Il en compte 194. Il devra donc compter sur le soutien des groupes alliés ou favorables au maintien de la Calédonie dans la France. On trouve notamment le parti de centre-droit Horizon, les Républicains, le Rassemblement national ou encore les Voix des centristes. Ces votes permettraient de regrouper 639 voix sur les 553 nécessaires pour modifier la Constitution et ouvrir le corps électoral calédonien. À noter que le Sénat sera en partie renouvelé en septembre prochain. Monsieur Brial, Monsieur Darmanin veut régler, je cite, la question avant l'été. Doit-on comprendre qu'il faut trouver une solution avant le renouvellement d'une partie des élus du Sénat en septembre ? Alors, tout d'abord, je voudrais juste féliciter vos équipes pour toujours ces animations qui sont très pédagogiques, qui sont très bien faites, et je trouve que c'est très important d'avoir cette pédagogie-là. Oui, c'est important de trouver une solution sur le corps électoral, c'est un sujet bloquant, et dans le reportage que vous venez de présenter, c'est dit, le corps électoral, il est gelé pour la période de l'accord de Nouméa. On est sorti de l'accord de Nouméa. Si nous sommes tous d'accord sur un principe d'avoir un corps électoral restreint, nous les loyalistes, on a proposé une présence de 3 ans en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir participer à ces élections. Il faut en discuter. On travaille aujourd'hui avec le Rassemblement, avec Alcide Ponga et Virginie Ruffnac pour essayer d'avoir une position commune. Donc on va travailler sur un document commun qu'on remettra à l'État. Mais il y a la problématique de ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis son nombre d'années. Il y a également la problématique de jeunes Calédoniens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont connu que la Nouvelle-Calédonie et qui ne peuvent pas participer à ces élections provinciales alors qu'ils ont pu participer au référendum. C'est complètement illogique. Donc il nous faut trouver une solution. L'objectif, c'est de pas d'avoir un passage en force. L'État a dit qu'il prendrait ses responsabilités. Nous, c'est pas un engagement qu'on a pris. On dit que le droit dit qu'il faut dégeler le corps électoral, que cette restriction qui n'a été acceptée par le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme, elle a été acceptée parce qu'elle a une durée réduite, celle de l'avis de l'accord de Nouméa, et par les 3 référendums, on en est sorti. Donc dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie, il faudra un corps électoral qui ne pourra pas être gelé, et s'il y a des élections provinciales en 2024, et nous le souhaitons, elles ne pourront pas se faire avec ce corps électoral gelé. Donc il faut réfléchir avec les indépendantistes et l'État pour trouver une solution consensuelle sur un nouveau corps électoral. Justement, vous dites qu'il faut trouver un consensus, trouver des moyens de s'entendre, mais avec votre groupe politique, vous ne souhaitez plus participer aux commissions des révisions des listes électorales. Monsieur Brial, ne pensez-vous pas que c'est un sujet qui mérite d'afficher des positions moins tranchées ? On assume complètement. Ces commissions de travail, elles sont basées sur des règles d'un corps électoral gelé. Elles ne font que examiner les cas et les conditions. Donc nous, on n'a pas à travailler sur quelque chose qui, la justice, le droit international le dit, ne peut plus continuer. Donc à partir du moment où ça ne peut plus continuer, il faut trouver un autre corps électoral, d'autres modalités à définir, qui soient plus justes, beaucoup plus ouvertes. Et à partir du moment où on aura défini ces conditions, bien sûr qu'on travaillera sur la mise en place de ces commissions. Vous voulez ouvrir le corps électoral justement pour les provinciales, mais qu'en est-il du référendum de projet qui serait prévu pour sortir de l'accord de Nouméa ?
Alors ça, c'est une bonne question qui n'a jamais été abordée. Nous souhaitons que ce soit le plus large possible, que ceux qui peuvent devenir citoyens calédoniens, donc ceux qui seront dans ce nouveau corps électoral provincial, puissent donner leur avis sur le futur statut. Mais ça ne doit pas être un statut de confrontation. Encore une fois, et l'histoire récente de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit les accords de Matignon ou d'Inno en 88 ou l'accord de Nouméa en 98, ont montré que, ok, les indépendantistes et les loyalistes ont du mal à se mettre autour de la table. Ils ont du mal à parler. Mais quand ils le font, ils arrivent à trouver une solution qui est consensuelle. C'est-à-dire qu'on se retrouve à un moment où les loyalistes et les indépendantistes disent à l'ensemble de la population calédonienne, voilà le projet qu'on vous propose. C'est ce qui a été fait en 88 entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. C'est ce qui a été fait en 98 où le FLNKS et le RPCR ont appelé à ratifier l'accord de Nouméa, et c'est ce qu'on espère qui se fera dans les mois qui viennent avec le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Justement, M. Brial, écoutons la position du Palika qui tenait son assemblée générale ce week-end afin de préparer le déplacement également à Paris. Écoutons-les au sujet du gel du corps électoral avec Jusikael Selefen, troisième porte-parole du Palika. On l'écoute. Le Palika, en tout cas l'AG, a réaffirmé sa position de principe d'être contre la réouverture de ce corps électoral, parce qu'on considère que c'est un des acquis de l'accord de Nouméa sur lequel on considère qu'on ne reviendra pas là-dessus. Donc c'est la position du parti. Toutefois, le parti s'est aussi interrogé sur le cadre juridique des élections 2024 et donc du corps électoral, puisque si corps électoral nouveau devrait y avoir lieu, ça sous-entendrait on modifierait la Constitution. Donc c'est une situation auquel l'État devra clarifier. Rapidement, M. Brial, une réaction? Le droit international dit qu'on ne peut pas rester gelé, donc le corps électoral sera dégelé. Il faut maintenant définir ensemble quelles sont les conditions d'accès à ce corps électoral. Il faut être pragmatique. Alors c'est normal qu'avant les discussions, chacun mette la barre le plus proche de sa position, mais à un moment, il faudra avancer vers l'autre, et cette position de blocage, elle n'est pas tenable. Et si Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dit que la France prendra ses responsabilités, c'est qu'elle n'en a pas le choix. Gilles Brial, merci d'avoir accepté notre invitation sur Calédonia. Merci. Transport urbain à présent. Depuis le début du mois de février, le réseau routier Taneo, plus particulièrement le GIE Karuya Bus, a modifié la trajectoire de certaines lignes, modifié l'emplacement des arrêts de bus, voire même supprimé des arrêts. De moins en moins de bus circulent pendant les heures creuses. Pourquoi? Nous avons tenté de le savoir en prenant le bus. Vanessa Kede et Louisa Destug ont testé pour nous. Vous étiez au courant qu'il y a eu des modifications d'heures, des modifications de trafic et puis des changements de lignes, ou des changements plutôt sur la trajectoire des lignes. On va aller voir Edouard Hinchler, le directeur de Taneo Karuya, il va nous en dire plus. En fait, on a adapté l'offre à la demande, on a travaillé en regardant les différentes validations de l'année dernière pour voir comment on pouvait optimiser notre offre. Et du coup, on a eu des modifications qui concernent principalement les lignes de Dumbéa, donc la D1, la D2, la D3 et la D4. Donc avec quelques réductions, une fréquence de passage qui a diminué. Mais au final, de nos premières observations et de ce qu'on suit au quotidien, on voit qu'il n'y a pas de problématique et que cette offre justement est aujourd'hui bien dimensionnée par rapport à la demande. Ce qu'Edouard ne nous a pas précisé, c'est que plusieurs arrêts ont été supprimés, notamment celle-là, l'arrêt de Tiaré à Païta. Alors souvent, il y a des arrêts qui ont été supprimés, des modifications de lignes, mais pas parce que Taneo a voulu, mais parce que, comme vous pouvez le voir, il y a aussi des travaux. C'est le même cas ici sur Lansvata où les arrêts ont été modifiés. Par exemple, celui-ci se retrouve actuellement devant le centre commercial de Lansvata. Il y a des personnes qui attendent, on va les voir pour leur demander si ça fait longtemps qu'ils attendent. Sachant que là, on est en heure creuse, c'est-à-dire là où il y a de moins en moins de bus. Ça fait longtemps que vous attendez le bus? Oui. On n'est pas au courant des horaires du passage, donc on arrive à la vite là. Bon, d'accord. On est arrivé là, puis le bus il est passé déjà, donc on est obligé d'attendre une heure. Et là, c'est la première fois là, que vous avez vu qu'ils ont changé les horaires. Oui, parce que moi je suis l'habitude de prendre des bus. D'accord. Là je viens voir que ils sont rapidement aussi. C'est comment? Ça fait trop long, une heure. D'accord.
va lui demander s'il veut bien que la caméra monte. Bonjour. Donc on a pu monter dans la N6, elle part de Rivière-Salée, elle va vers Moselle. C'est une des lignes où il y a eu des modifications. Au lieu de s'arrêter ici et retourner, elle continue jusqu'à la Moselle en passant par Sacramouto et la Vierge. C'est la fin de la journée et nous arrivons aux heures de pointe. Ce sont les heures où il y a plus de monde, mais aussi les heures de début et fin de cours pour les étudiants, les lycéens et les collégiens, et la fin du boulot pour les travailleurs. Ces heures sont comprises entre 6h et 9h le matin et l'après-midi de 15h à 18h. À 6h, la rotation des bus se fait toutes les demi-heures, voire même tous les quarts d'heure. On est dans un transport public, on sait qu'aujourd'hui il y a des contraintes financières de tous les côtés et le but c'est cette recherche de l'optimisation constante. Plusieurs lignes ont été modifiées. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site taneo.nc. Direction Canala, à présent les mariages coutumiers réglementés à partir de cette année dans le district de Canala, avec des célébrations qui devront se dérouler dans une période bien définie de 5 mois, suivant le cycle ou le calendrier de l'INIAM, une décision des coutumiers pour éviter les dépenses et ménager la population. Voyez ce reportage de Anissa Toussia. Le district de Canala compte 12 tribus qui s'étendent de Naketi à Emma. Le conseil de district a instauré cette année un calendrier des mariages coutumiers qui va du 1er avril au 31 août. Là, on va dire, c'est période d'Ignam. On fait la coutume avec les Ignam. Alors là, puis on dit aux gens de priorité sur les produits de la terre. Voilà. Moins de produits d'importation, mais plus de produits de chez nous. C'est les ignames, tarots, les produits vivriers. Sur les étoffes, les tribus ont opté pour ne plus aller acheter des étoffes. On va faire des nattes, faire des sculptures, faire des tapas. Voilà, tout dépend de nous, de nos artisans. Cela comporte également des changements au niveau de la quantité de mariages coutumiers. La consigne à partir de cette année, c'est 6 mariages coutumiers dans la période fixée par le calendrier. Le district de Canala est donc divisé en 3 secteurs, comprenant chacune des tribus. Chacun de ces secteurs a droit à 2 mariages dans l'année. On fait ça, c'est pas pour embêter les gens, c'est pour qu'il y ait moins de charges et puis que tout le monde participe. Hein. Sur les 12, il y a 11 tribus décidées pour faire pas plus de 6 mariages. Et puis les mariages ne durent pas, quand on fait les coutumes là, on dit ça, les arrivées des familles, là où on fait l'événement, que ça ne dépasse pas une semaine. On ne parle pas de politique, mais on fait en sorte que le pays, il faut qu'il soit riche. Hein, pour que le pays aide les gens qui sont dans le besoin, on limite pour que les gens puissent aller au travail. Le Conseil précise que ce calendrier concerne uniquement les mariages coutumiers. Les unions religieuses ou à la mairie ne sont pas concernées. Les périodes de rassemblement lors des deuils seront également limitées à 3 jours. Les coutumiers travaillent aussi à la rédaction des règlements intérieurs à suivre en tribu, pour y vivre sereinement et en sécurité. Parlons sport, parlons foot. Avant de refermer cette édition, la sélection calédonienne U16 est bien arrivée à Montaigu, en Vendée, en France, pour disputer un tournoi international. Pour leur premier match de la série, l'équipe s'est malheureusement inclinée 2-0 contre l'Angleterre, dont un but en toute fin de match. Face à une équipe anglaise logiquement supérieure, les Cagounes ne se sont pas laissés impressionner. Un match qui leur permet de mieux appréhender la suite de la compétition. Ils joueront pour nous dans la nuit de mardi à mercredi contre la Belgique. Un match à suivre sur notre antenne en direct à 4h du matin, puis rediffusé à 6h mercredi matin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.